Pour le commun des mortels, les gladiateurs de la NFL mènent une vie de rêve, faite d'excès et de luxe. Ce cliché n'est pas si loin de la vérité, car la plupart de ces athlètes se croient littéralement au-dessus des lois. Ils oublient trop vite que leur fortune soudaine n'est pas un puissant fond, et qu'un train de vie sans frein mène au désastre. Ce joueur faisait partie du gratin mondial, mais sa soif de dépenser l'a conduit tout droit à la banqueroute. Aujourd'hui, il confesse amèrement qu'il n'a pas eu le cran ni l'intelligence nécessaires pour gérer ses millions. Nous allons maintenant disséquer les dessous de ce naufrage financier. Découvrez comment ces idoles du stade ont dégringolé de leur piédestal pour finir totalement fauchés. Le cas Travis Henry. Ce pro du ballon ovale trônait au sommet de la ligue à une époque. Et ce n'est pas une légende. Travis Henry a foulé les pelouses de la NFL durant 7 saisons, drafté par les Buffalo Bills en 2001. Ses débuts contre les Saints de la Nouvelle-Orléans se soldent par une défaite cuisante, 24-6. Il reste fidèle aux Buffalo Bills pendant 3 années consécutives, mais son ego en prend un coup. Il exige son transfert quand on ose le reléguer au rang de doublure de McGahee. Henry rebondit alors chez les Tennessee Titans, avant de s'engager avec les Denver Broncos en 2007. Mais l'ancien champion est surtout tristement célèbre pour sa collection record de mères de famille. Il a engendré pas moins de 11 gosses avec 10 femmes différentes, dont une qui lui a donné des jumeaux. Sa chute libre vers la pauvreté commence quand son compte en banque se retrouve siphonné par une avalanche de pensions alimentaires qu'il doit verser chaque mois. Ce scandale éclipserait presque son arrestation musclée au Colorado pour un trafic de plusieurs kilos de cocaïne. La justice ne tremble pas. Il écope de 3 ans de prison ferme. Miracle au tribunal. Le juge annule ses amendes, conscient que le joueur est déjà totalement ruiné et aux abois. Henry s'est confié sur sa descente aux enfers par téléphone, alors qu'il était assigné à résidence. « Ils m'ont vidé de mon sang, je n'ai plus qu'à encaisser le choc », a-t-il avoué. Son propre avocat a révélé qu'il était obligé de cracher au moins 170 000 $ par an. Le suivant sur la liste noire est un joueur brisé par les blessures, Chris McAllister. Cet ancien rempart de la défense, cornerback de légende, et triple sélectionné au Pro Bowl, était le premier choix des Ravens lors de la draft de 1999. Chris McAllister a régné sur la défense des Ravens pendant une décennie entière. Il était l'un des piliers de l'équipe sacrée championne lors du Super Bowl 35 en 2001. La star connaît son heure de gloire absolue en 2007 avec 2 touchdowns mémorables. Malheureusement, la roue tourne violemment lors de ses 2 dernières campagnes. Son corps l'abandonne, les pépins physiques s'accumulent et son temps de jeu fond comme neige au soleil. Mis sur la touche par l'infirmerie, il voit son contrat purement et simplement déchiré en février 2009. Il tente un dernier coup de poker en signant chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Là-bas, il récupère une bague de champion sans même avoir mis un pied sur le terrain pour la finale. Pourtant, en 2004, il pesait lourd, avec un contrat astronomique de 55 millions de $. McAllister a fini par avouer qu'il était fauché comme les blés et qu'il squattait chez ses parents. Un aveu choc qui tombe alors que les documents judiciaires révèlent qu'il supplie le tribunal. Il réclame une baisse de sa pension alimentaire de 11 000 $ par mois qu'il doit à son ex-femme. Il a même déclaré « Je vis désormais sous le toit de mes vieux parents. Ce sont eux qui paient mes factures et mes repas, car je n'ai plus un centime devant moi. » Il affirme être au chômage forcé depuis 2009, avec absolument aucun revenu. Passons maintenant à un receveur qui a brûlé sa fortune entre les boîtes de nuit et les fêtes VIP. Le flamboyant Andre Rison. Né le 18 mars 1967, Rison était l'une des gâchettes les plus redoutables de la ligue. Ce prodige a multiplié les maillots prestigieux, passant par Indianapolis, Atlanta ou encore Green Bay et Oakland. Son impact dévastateur ne s'arrêtait pas à la NFL, car il a imposé son style partout où il passait. Il a même traversé la frontière pour briller au Canada, portant les couleurs des Argonauts de Toronto. Le palmarès d'Andre Rison est impressionnant avec 5 sélections au Pro Bowl entre 1990 et 1993, avant une ultime consécration en 1997. Durant ces 12 années au sommet, il aurait amassé un pactole estimé à 19 millions de $. Pourtant, malgré cette fortune colossale, il s'est retrouvé en faillite totale dès 2007. L'enquête révèle comment un tel empire a pu s'effondrer. L'une des raisons majeures est son train de vie. Il a dilapidé 1 million de $ rien qu'en bijoux. Selon ses dires, il changeait carrément de dimension. C'était la démesure totale.
On balançait des liasses de 100$ là où les autres sortaient des billets de 5. Une compétition de l'ego s'était installée, confie-t-il. Il décrit également sa relation délirante avec l'argent liquide. Son quotidien était surréaliste. Il lui arrivait de s'écrouler de fatigue sur son lit, totalement épuisé. Pendant qu'il dormait, 10 000$ traînaient par terre. Il gardait 5 000$ supplémentaires, enfouis dans ses poches. Et on pouvait dénicher 7 500$ de plus dans sa veste. Forcément, une telle insouciance financière ne pouvait mener qu'au dépôt de bilan inévitable que l'on connaît. Mais l'histoire suivante est plus sombre, car il s'agit d'un homme piégé par une machination cruelle. Zoom sur Adrian Peterson. Originaire du Texas, ce running back légendaire a dominé la ligue de tout son talent. Couronné MVP et meilleur attaquant de l'année, il a accumulé les honneurs et une richesse vertigineuse. Ses revenus frôlaient les 103 millions de dollars, un montant qui aurait dû le mettre à l'abri. Pour financer un nouveau projet, Peterson a contracté un prêt massif de 5,2 millions de dollars. Hélas, entre les agios et les frais cachés, cette dette a explosé, doublant son montant initial. La justice texane a fini par trancher, ordonnant la saisie de ses biens pour éponger ce gouffre financier. Ce désastre n'est pas dû au hasard. Beaucoup le voient comme la proie d'une escroquerie de grande envergure. Ce projet maudit était géré avec Jeff Wissman, son conseiller financier de l'époque, et un autre associé. Étant l'actionnaire principal, Peterson s'est retrouvé coincé comme l'unique garant de tout cet emprunt. Ses prétendus partenaires se sont évaporés dans la nature, laissant l'ancien champion porter seul ce fardeau. Les mauvaises affaires engendrent parfois des chutes brutales, et le joueur suivant en est la preuve vivante. Voici Charlie Batch. Pour les fans de Pittsburgh, ce vétéran reste une figure emblématique et respectée. Au-delà du terrain, les supporters des Steelers voient en lui un homme de cœur, d'une rare intégrité. Réputé comme un remplaçant fiable, il brille surtout par son engagement caritatif au sein de sa communauté. Il s'est investi corps et âme pour Pittsburgh, et tout particulièrement dans son fief de Homestead. Lancé dans le Grand Bain en 1998, il a d'abord servi les Lions de Détroit. Après 3 ans, il rejoint les Steelers de Pittsburgh pour y rester fidèle durant toute une décennie. Au départ, il n'avait qu'un contrat d'1 an et n'a quasiment pas foulé la pelouse cette saison-là. Finalement prolongé, il a fini par prouver sa valeur lors des moments décisifs du championnat. En 2013, le coup près tombe. Les Steelers annoncent la fin de leur collaboration avec Batch. Ce départ marque la fin de sa carrière. C'est alors que le scandale financier éclate au grand jour. Un juge fédéral autorise un fonds immobilier, Prime Rock, à engager des poursuites musclées contre lui. Batch leur devait 820 000 $. La justice a donné le feu vert pour saisir ses garanties. Cet argent avait été emprunté en novembre 2009 pour un investissement qui a tourné au vinaigre. 1 mois plus tard, il se déclarait officiellement en faillite, avouant que ses dettes surpassaient ses possessions. Le bilan est terrifiant. 23,9 millions de dollars de passifs pour des miettes. Ses actifs ne s'élevaient qu'à 2,3 millions de dollars, incluant ses comptes et ses propriétés. Batch a su rebondir malgré tout et officie désormais comme analyste pour les matchs des Steelers. Son parcours nous rappelle avec quelle violence le destin peut basculer dans l'univers impitoyable du sport. Son patrimoine dérisoire de 2 300 000 $ ne pesait rien face à un gouffre financier de 8 290 000 $ de dettes. Voilà le résultat lamentable d'une gestion désastreuse, laissant ce meneur de jeu seul face au chaos financier. Penchons-nous à présent sur le cas d'un homme que le monde des affaires ennuyait et qui a payé son insouciance au prix fort. Raghib Ismail. Cet ancien gladiateur des pelouses a vu le jour le 18 novembre 1969. On le surnommait Rocket, une véritable flèche au poste de receveur éloigné. Ses exploits universitaires au sein des Fighting Irish de Notre-Dame laissait présager un destin hors du commun. Il a d'abord choisi de faire ses armes dans la Ligue canadienne de football américain. Son ascension vers la Ligue nationale fut immédiate, y passant 8 longues années sous les projecteurs. Durant son épopée professionnelle, il a défendu les couleurs des Raiders, des Panthers de la Caroline et des Cowboys de Dallas. C'est chez les Panthers qu'il a littéralement explosé, signant 69 réceptions en une seule saison. Ses statistiques affichaient alors 1024 yards et 8 touchdowns, un bilan impressionnant. Il a frôlé l'exploit historique, échouant à seulement 2 yards de doubler son record personnel de l'époque. Finalement devenu agent libre, il a fini par décrocher un contrat d'envergure chez les célèbres Cowboys de Dallas. Propulsé receveur vedette du club,
Il a culminé à 1097 yards et 6 touchdowns, le sommet de sa carrière. Durant ces années de gloire, Ismaël a amassé un trésor de guerre colossal. Pourtant, il n'a pas échappé au vice fatal qui guette tant de sportifs de haut niveau. Une fâcheuse tendance à dilapider sa fortune dans des placements totalement foireux. Ce receveur ne réfléchissait jamais à deux fois, jetant son argent par les fenêtres au gré de ses envies soudaines. Totalement ignorant des réalités financières, il assumait même son mépris pour la gestion de ses propres deniers. Un jour, face aux experts de JP Morgan, j'avais l'impression d'écouter le charabia de la maîtresse de Charlie Brown, avouait-il. Une façon de dire que tout ce qui touchait au business l'assommait d'ennui. S'il a évité la banqueroute officielle, ses projets absurdes ont littéralement siphonné ses millions de dollars. Changeons de discipline pour observer le naufrage d'une star des parquets, aujourd'hui piégée par une vie entière de dettes. Antoine Walker. Cet ancien pilier de la Ligue nationale de basket a connu les sommets avant de toucher le fond. Issu de l'Université du Kentucky, il fut sélectionné en 6e position lors du repêchage de 1996. Son règne sur le terrain a duré 12 années, s'étendant de 1996 à 2008. Il a écumé les parquets, des Celtics de Boston aux Mavericks de Dallas, en passant par Atlanta et Miami. Le palmarès de Walker impose le respect, comptabilisant 3 sélections au match des étoiles. Il a même touché le Graal en décrochant la bague de champion avec le Heat de Miami. Il a encaissé plus de 110 millions de dollars pour tout brûler dans une spirale de luxe et d'excès. Plutôt que d'assurer son avenir, il a préféré claquer sa fortune en bolides, bijoux et villas somptueuses. J'ai bâti un train de vie hors de prix, et c'est le meilleur moyen de se ruiner dès le départ, reconnaît amèrement Walker. Sorti de la précarité, la star voulait que ses proches profitent aussi de sa manne providentielle. Il estime avoir sorti une trentaine de personnes de la misère pour les mettre à l'abri. Il distribuait les liasses de billets sans jamais demander de compte, comme si la source ne tarirait jamais. Je les gâtais sans limite. Je leur donnais tout ce qu'ils voulaient. C'est une erreur monumentale, déplore-t-il aujourd'hui. Il ajoute avec amertume qu'il est devenu un distributeur automatique de billets vivant durant toute sa carrière. On raconte aussi que son addiction dévorante au jeu est la véritable cause de sa chute financière totale. Trop d'athlètes oublient que les dettes finissent toujours par vous rattraper et vous briser. Et notre prochain sujet en sait quelque chose. Lui qui a tout perdu. Warren Sapp, ce redoutable plaqueur défensif, a tenu 13 saisons dans l'arène brutale de la Ligue nationale. Il s'est illustré principalement sous les couleurs des Buccaneers de Tampa Bay. Son parcours est un nouvel exemple frappant que le succès sportif ne garantit en rien la sécurité financière. Son calvaire résonne comme un avertissement sanglant pour tous les athlètes professionnels du monde entier. Tout commence sur les pelouses universitaires de Miami, là où Warren Sapp forge sa légende avec les Hurricanes. Il rafle tout sur son passage. Le trophée Lombardi, le prix Bronco-Nagurski et le Bill Willis. Sous les couleurs de Tampa Bay, il s'impose 7 fois parmi l'élite absolue lors du Pro Bowl. Sacré 4 fois meilleur joueur à son poste, il finit par décrocher l'ultime bague lors du Super Bowl. Ce sacre historique marquait le tout premier titre de Tampa Bay lors de la 37e édition. Pourtant, derrière les trophées, l'ombre des scandales n'a jamais cessé de traquer l'athlète. On lui reproche sa brutalité excessive sur le terrain et ses dérapages verbaux totalement incontrôlés. Le clap de fin retentit officiellement le 4 mars 2008, date de sa retraite. En 2013, il entre malgré tout au panthéon du football, le célèbre Hall of Fame. Puis, c'est la dégringolade. Ses finances sont à sec, plombées par une montagne d'impayés. Le fisc lui réclame alors 853 000 $ de revenus non déclarés en 2006. L'ardoise s'alourdit de 89 700 $ supplémentaires pour l'année 2010. Côté privé, il accumule 876 000 $ de retard en pensions alimentaires. Entre son ex-femme et 67 738 $ de taxes foncières, l'étau se resserre. Avocat, ami, personne n'est épargné par ses dettes. Il doit de l'argent à tout son entourage. Acculé, Sapp finit par se déclarer en faillite pour tenter d'effacer les pertes de ses business foireux. Comble de l'ironie, il prétend avoir égaré toutes ses précieuses bagues de champion et de Super Bowl. Passons maintenant à ce colosse de la défense que son propre ego a fini par briser. Luther Ellis, un nom qui résonnait autrefois avec force dans les tranchées de la Ligue. Durant 10 saisons, Luther John Ellis a captivé les foules et attiré tous les regards. Formé chez les Utes de l'Utah,
Il s'était déjà imposé comme une figure incontournable du pays. En 1995, il intègre la cour des grands dès le premier tour de la sélection. Il fera les beaux jours des Lions de Détroit avant de terminer sa course chez les Broncos de Denver. Ce quadruple champion du Pro Bowl affiche au compteur 134 matchs de saison régulière. Titulaire indiscutable 119 fois, on le surnomme alors le redoutable chasseur de quarterbacks. Sa carrière s'achève finalement en 2004 sous le maillot de Denver. Une fin de parcours discrète, avec seulement 8 petites apparitions et 2 plaquages décisifs. Pourtant, Ellis avait amassé une fortune colossale durant ses années de gloire en professionnel. On parle de 11 millions de dollars de salaire, voire 20 millions selon ses propres confidences. Pour n'importe qui, c'est la richesse absolue. Mais pour Ellis, tout allait s'évaporer. 6 ans seulement après avoir raccroché les crampons, il dépose le bilan en 2010. Ses placements hasardeux dans des boîtes moribondes et ses choix financiers désastreux l'ont rattrapé. C'est la ruine totale. Selon ses dires, le seul coupable n'est autre que son propre orgueil. « Mon ego m'a tué », avouera-t-il plus tard, incapable d'admettre qu'il avait désespérément besoin d'aide. On voit rarement un empire financier s'effondrer à cause d'une passion trop coûteuse pour la nourriture. C'est pourtant le destin tragique et singulier de l'ancien prodige Vince Young. Ce meneur de jeu n'aura tenu que 6 petites saisons dans l'arène impitoyable de la Ligue. Choisi en 3e position par Tennessee, Vincent Paul Young Jr. était promis à un avenir doré. C'était lors de la sélection de 2006. Il restera 5 ans chez les Titans. En 2011, il tente un dernier baroud d'honneur chez les Eagles de Philadelphie. Son ascension fulgurante avait pourtant débuté bien plus tôt, dès ses années universitaires. Encore étudiant, Young s'empare déjà du prestigieux trophée Davy O'Brien, une distinction qui couronne chaque année le meilleur lanceur de tout le pays. À son arrivée chez les pros, il est immédiatement sacré meilleur recrue offensive de l'année. Il décroche même son ticket pour le Pro Bowl au sein de l'équipe de réserve. En 2009, il s'offre une seconde sélection au Pro Bowl et rafle le prix du comeback de l'année. Mais l'idylle avec son club tourne court, quand son salaire subit une coupe drastique. Une vilaine blessure à la main l'éloigne ensuite des terrains, précipitant sa chute. À ses débuts, le contrat en or massif de Young était estimé à 25 millions de dollars. On imagine alors l'onde de choc quand sa faillite personnelle éclate au grand jour en 2014. Les registres révèlent un gouffre. À peine 1 million d'actifs pour des dettes frôlant les 10 millions de dollars. Pour certains, sa déroute financière cacherait une obsession pour le moins insolite. Une passion dévorante pour la Cheesecake Factory, où il flambait des milliers de dollars chaque semaine. En fouillant ses comptes, son avocat exhume finalement des documents aux signatures grossièrement imitées. Des sommes colossales avaient été injectées dans des projets obscurs sans son consentement. On veut croire que le sang est sacré et que la famille nous protège toujours. Pourtant, ce champion a tout perdu pour avoir accordé une confiance aveugle à son géniteur. Bernie Kosar. L'ex-quarterback vedette incarne aujourd'hui l'une des déchéances les plus pathétiques du sport professionnel. Bernard Joseph Kosar Jr. a régné pendant 11 ans sur les pelouses de la Ligue nationale de football. Il se forge d'abord une réputation d'acier sous le maillot des Miami Hurricanes. Avant de guider les siens vers le sommet national en 1983, puis va vers Cleveland, où il défend les couleurs des Browns de 1985 à 1993. Après un détour par Dallas, il finit sa course chez les Dolphins jusqu'en 1996. Ce natif de l'Ohio a longtemps servi de rempart en tant que quarterback remplaçant, décrochant même la bague du Super Bowl 28 avec l'Armada de Dallas en 1993. C'est finalement en Floride qu'il choisit de mettre un terme à sa carrière de haut niveau. Mais la fortune amassée s'est envolée, laissant Kosar dans une spirale infernale de dettes. Les rapports d'investigation sont formels. Le champion est désormais totalement ruiné. Si la dilapidation est courante chez les athlètes, le cas de Kosar soulève des questions bien plus troubles. La réalité est bien plus cruelle, car Kosar a été victime d'un système insidieux. Il pointe du doigt le mal qui ronge les vestiaires, le poids d'une dette morale envers sa famille. L'enquête révèle que son père détournait ses revenus pour s'offrir des propriétés et des voitures de luxe. Il découvre par la suite que son père gérait des contrats secrets dans son dos. Une entente occulte avec les Browns de Cleveland portant sur 1 million de dollars. Maintenu au poste de conseiller financier, son père a abusé de son désir de réconciliation familiale. Le destin suivant n'est pas moins tragique pour ce champion dépossédé de ses biens. Voici la chute brutale de Clinton Portis, trahi par ceux censés protéger son patrimoine. Ce running back d'élite a martyrisé les défenses de la Ligue durant 9 saisons intenses.
Fier représentant du Mississippi, Clinton Earl Portis a fait ses classes chez les Hurricanes de Miami. Un temps pressenti en Caroline du Sud, son parcours prend un tournant inattendu. Une altercation violente au lycée de Gainesville lui fait perdre sa bourse d'études de justesse. Sélectionné au second tour par Denver, il prouve rapidement qu'il a l'étoffe des plus grands. Drafté en 2002, il devient l'atout maître de l'attaque des Redskins de Washington. Son escale chez les Broncos ne dure que 2 petites années de rodage, avant qu'il ne rejoigne Washington pour y passer 7 saisons au sommet de sa forme. Le 23 août 2012, il quitte officiellement la scène sportive, s'inscrivant ainsi comme le 27e meilleur coureur de toute l'histoire de la discipline. Mais en coulisses, ses finances s'effondrent et la débâcle devient irrémédiable. Tout s'accélère lorsqu'il est accusé d'avoir couvert des dettes de jeu avec des chèques sans provision. Un casino réclame 170 000 $ qu'il aurait empochés avant de laisser l'établissement face à des comptes vides. Il a fini par mordre la poussière financièrement, déclarant une faillite avec une ardoise monumentale de 5 millions de $. Sans trembler, il pointe du doigt son conseiller, un certain Jeff Rubin, jurant que ce type mérite de croupir derrière les barreaux. Son plus grand regret? Avoir fait confiance à Jeff Rubin de chez ProSport, le cerveau derrière ce naufrage. Personne n'ose nommer le coupable, ce fameux conseiller Rubin. Pourtant, il le martèle. Sa place est en prison. On me reproche quelques millions, enrage-t-il, alors que ce type s'est volatilisé avec 100 millions de $. Passons maintenant à une légende de la NFL qui, hélas, s'est enlisée dans une dette sans fin, un gouffre financier total. Johnny Unitas. Ce titan du ballon ovale a dirigé le jeu en tant que quarterback pendant 18 saisons épiques. Celui qu'on surnommait Golden Arm ou Johnny Woo a écrit ses plus belles pages sous les couleurs des Baltimore Colts. Son talent a aussi illuminé les rangs des Pittsburgh Steelers et des San Diego Chargers. Véritable machine de guerre, il a passé sa carrière à pulvériser des records, décrochant même le titre de meilleur joueur. Sacré meilleur joueur à 3 reprises, Unitas a porté son équipe vers 4 titres de champion suprême, 3 sacres avant la fusion des ligues et un triomphe lors du mythique Super Bowl numéro 5. C'est lui qui a propulsé la NFL sous les projecteurs, tout en battant le record de matchs consécutifs disputés. Pendant 47 rencontres d'affilée, il a délivré des passes de touchdown, un record qui a tenu 52 ans. C'est un crève-cœur de voir un tel pionnier figurer sur la liste noire de ceux qui ont tout grillé. Admis au panthéon du foot pro, il a pourtant fait la une des journaux pour une toute autre raison, sa banqueroute. En 1991, le couperet tombe. Côté business, la chance n'était clairement pas au rendez-vous. Enchaînant les investissements foireux, lui et ses associés ont fini par emprunter 3 500 000 $. Ils ont tout misé sur l'achat de National Circuits Incorporated. Résultat, une faillite retentissante et inévitable. Unitas s'est éteint en 2002, sans jamais avoir pu éponger cette dette qui le rongeait. L'athlète suivant dans notre dossier a littéralement accumulé les pires décisions possibles. Un véritable désastre. Jamal Lewis, né le 29 août 1979, est une figure majeure du football américain. Il a broyé les défenses comme running back pendant 10 ans au sein de la prestigieuse Ligue nationale. 7 saisons passées chez les Baltimore Ravens, lui qui fut le 5e choix de la draft, une future star. Lors de la draft de l'an 2000, il explose tout, s'imposant immédiatement grâce à son impact de débutant fulgurant. Sacré au Super Bowl 35, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à disputer et gagner une finale. Après son passage chez les Ravens, il s'engage comme agent libre en signant un contrat chez les Cleveland Browns. C'était juste avant la saison 2007. Mais son apogée reste l'année 2003, une saison stratosphérique. 2066 yards parcourus. Encore aujourd'hui, c'est la 3e meilleure performance de tous les temps. Mais la chute fut brutale. En avril 2010, Lewis dépose le bilan, rattrapé par ses démons financiers. Il affichait 14 500 000 $ d'actifs face à une dette de 10 600 000 $. Dans le lot, une condamnation pour un impayé de plus de 350 000 $ auprès d'une banque. Pour enfoncer le clou, le joueur a contracté un prêt de 600 000 $ à la Regions Bank. Tout ça pour s'offrir un yacht de 47 pieds. La banque n'a pas tardé à l'attaquer en justice. Le procès démarre le 31 octobre 2011. Sa situation dégringole jusqu'à la vente forcée de ses biens. Il a même été contraint de vendre son bien le plus précieux, sa bague de champion du Super Bowl 35. Pour cet autre athlète, c'est l'addiction à l'alcool qui a tout dévoré, son argent, mais surtout sa santé. William Perry. La déchéance de ce géant
a glacé le sang du monde entier, et surtout celui de ses fans. Pilier de la défense en NFL, William Anthony Perry a martyrisé les lignes adverses pendant 10 saisons. Sous le maillot des Chicago Bears, sa chute a laissé ses admirateurs dans une incompréhension totale. 10 ans de combats acharnés sur les pelouses en tant que tackle défensif pour ce colosse nommé William Anthony Perry. Si sa carrure imposait le respect sur le terrain, ses finances et sa santé ont fini par s'écrouler totalement. Malgré ses déboires, William Perry reste gravé dans l'histoire du foot comme l'une des figures les plus emblématiques. William Anthony Perry a dédié 10 ans de sa vie à ce sport, marquant à jamais l'histoire des Chicago Bears. Il demeure une légende absolue pour les fans des Bears de 1985 et l'histoire de ce sport. On le surnommait aussi le Frigo, un véritable colosse. Tout commence à la fac, sous les couleurs des Tigers de Clemson. Élu meilleur joueur de l'ACC, Chicago le rafle en 1985. Sa cote de popularité explose dès sa première année pro, quand il propulse les siens vers leur premier sacre lors du Super Bowl 20. Triste constat, la chute est brutale une fois les crampons raccrochés. Malgré ses millions, le diabète et d'autres maux le foudroient sans pitié. L'alcool et le syndrome de Guillain-Barré bousillent sa vie et ses économies. Aux abois, il finit par brader sa bague de champion pour 20 000 $. Sa santé décline, l'envoyant d'urgence à l'hôpital pour soigner ce diabète tenace. Il échoue finalement dans une maison de retraite en 2016 et survit grâce à une simple pension d'invalidité de la Ligue. Un manque d'anticipation et des dépenses folles. Voilà le poison qui a anéanti l'athlète suivant, le célèbre Lawrence Taylor. Passons maintenant au cas de ce pro surnommé sobrement LT. 13 saisons durant, Taylor a terrorisé les terrains avec les Giants de New York. On parle ici de l'un des plus redoutables défenseurs de l'histoire. Tout débute en Caroline du Nord, où il s'illustre comme légende universitaire. En 1981, New York en fait son deuxième choix global. Sacré meilleur espoir défensif dès sa première année en 1981 et seul joueur à rafler le titre de meilleur défenseur dès ses débuts. Le 15 janvier 1994, il tire sa révérence. Il est temps de raccrocher. J'ai tout donné sur le terrain. Sa retraite devient un gouffre financier entre flambe et gestion calamiteuse. Ses addictions le rattrapent, l'entraînant dans un engrenage judiciaire sans fin. Ces batailles juridiques ruineuses vont littéralement siphonner sa fortune. Ses divorces en série, entre pensions et arrangements, l'ont mis sur la paille. Il finit par se déclarer officiellement en faillite, début 2000, après s'être noyé sous les dettes et les galères financières. L'immobilier est un pari risqué, et ce joueur en a fait l'amère expérience. Mark Brunell connaît bien ce sentiment d'échec total. Ce pro n'a même pas attendu sa retraite pour saboter son patrimoine. Brunell a officié comme quarterback durant 19 longues années, 9 chez les Jaguars après avoir brillé avec les Huskies de Washington. Les Packers le repêchent au 5e tour en 1993. Transféré 2 ans plus tard, il lance l'aventure des Jaguars en 1995. Il offre à l'équipe son premier bilan positif et mène les siens au sommet. Qualif, victoire historique et même finale de conférence sous son aile. Sous son impulsion, ils enchaînent 4 phases finales en seulement 5 ans. Sa dégringolade commence par la perte sèche de 11 millions de dollars lors du krach immobilier. Incapable alors d'honorer ses lourds emprunts, mais cette descente aux enfers ne s'arrête pas là. Il injecte 9 millions de dollars chez Whataburger, un pari insensé, qui finira par être totalement englouti par la faillite. C'était en 2010. Il a officiellement déposé le bilan alors qu'il foulait encore les pelouses de la NFL en tant que joueur actif. Les documents judiciaires sont sans appel. Il ne possédait que 5 millions de dollars d'actifs face à une dette colossale de 24,8 millions de dollars. Les galères de crédit de Brunell n'ont rien arrangé, puisqu'il s'est retrouvé avec 6 procès aux fesses, pour une ardoise totale de 24,7 millions de dollars. On estime aujourd'hui que sa fortune a fondu comme neige au soleil, passant sous la barre des 500 000 dollars. Une dégringolade vertigineuse pour un homme qui avait tout de même amassé 70 millions de dollars durant sa carrière. Cet autre athlète est une nouvelle victime de l'engrenage des dettes multiples et de projets commerciaux foireux qui ont fini dans le mur. Dermontti Dawson a vu le jour le 17 juin 1965. Véritable roc du terrain, Dermontti Farrah Dawson est un ancien pro qui a enchaîné 13 saisons au plus haut niveau de la NFL. Ce pilier évoluait au poste de centre et de long snapper, après avoir fait ses preuves chez les Wildcats du Kentucky durant ses années fac.
Les Steelers de Pittsburgh ont mis le grappin sur lui dès le deuxième tour de la draft de 1988. Fidèle au même maillot durant toute sa carrière pro, il a décroché son ticket pour le panthéon du football américain en 2012. Au départ, le foot ne l'emballait pas du tout, refroidi par une sale expérience vécue lorsqu'il jouait en classe de 3e. C'est finalement son gabarit imposant qui a poussé l'entraîneur du lycée à le recruter coûte que coûte. Un pari gagnant, puisqu'il a fini par obtenir une bourse complète pour intégrer l'université du Kentucky. Hélas, Dawson s'est causé sa propre tombe financière en se déclarant en faillite personnelle en 2010. Dans son dossier, le montant des impayés donnait le tournis, avec un passif estimé à 69,6 millions de dollars, alors que ses maigres possessions ne dépassaient pas 1,41 million de dollars. Ce désastre est le résultat direct de dettes accumulées auprès de nombreux associés, principalement dans le secteur de la pierre. Il a avoué que la crise immobilière et ses parts minoritaires sans aucun pouvoir de décision au sein des sociétés propriétaires l'avaient tout simplement acculé au pied du mur, sans aucune autre issue possible. Il a conclu amèrement son communiqué en expliquant qu'il aurait aimé que le vent tourne autrement et qu'il espérait malgré tout continuer à s'investir pour le bien de sa communauté. Place maintenant à un homme qui a mis tous ses œufs dans le même panier et ce choix lui a explosé au visage. Pur produit du Mississippi, le coureur Deuce McAllister est une ancienne gloire des pelouses professionnelles. Dooley-Moose Jr. Deuce McAllister a passé 8 saisons à user les défenses, exclusivement sous les couleurs des Saints de la Nouvelle-Orléans. Avant de percer chez les pros, il faisait déjà la loi chez les Rebels d'Ole Miss au niveau universitaire. Les Saints de la Nouvelle-Orléans n'ont pas hésité une seconde en le sélectionnant au premier tour de la draft 2001. McAllister a connu un parcours brillant, couronné par une victoire légendaire lors du Super Bowl 44. Doublement étoilé au Pro Bowl, il a même été intronisé en grande pompe au temple de la renommée des Saints. Adoré du public pour son style de course dévastateur, il a tout de même encaissé près de 70 millions de dollars grâce à son sport. Mais sa carrière a pris un tournant tragique en 2007, quand ses ligaments croisés du genou gauche ont lâché. Fini l'explosivité, il n'était plus que l'ombre de lui-même, et les Saints ont fini par se séparer de lui. Malheureusement, sa présence ici n'est pas due à l'argent qu'il a gagné, mais à la fortune qu'il a totalement dilapidée. Son empire financier s'est évaporé bien plus vite que n'importe qui aurait pu l'imaginer. On raconte qu'il aurait tout flambé en moins de 3 ans après avoir officiellement raccroché les crampons. Difficile à croire? Pourtant, une enquête révèle qu'il a injecté des sommes astronomiques dans une concession automobile Nissan qui a fini par couler lamentablement. Acculé par les dettes, McAllister a dû placer son entreprise sous la protection de la loi sur les faillites. Il devait, paraît-il, plus de 6,6 millions de dollars à Nissan, sans compter 300 000 dollars d'intérêts de retard. Là, on ne parle plus de petits soucis d'argent, c'est un véritable gouffre financier. Pour finir en beauté, parlons de l'un des meilleurs receveurs de l'histoire de la NFL, Terrell Owens. Devenu une légende vivante durant sa carrière, il a pourtant mordu la poussière financièrement une fois le rideau tombé. Owens, c'est un ego surdimensionné et des statistiques absolument ahurissantes sur le terrain. Pourtant, son destin illustre parfaitement les risques énormes qui guettent ceux qui touchent au pactole des sports pros. Pour clore ce dossier, voici un joueur dont la descente aux enfers financières a été étalée au grand jour dans les médias. Imaginez un peu, un receveur de légende qui a tenu 15 piges dans l'arène brutale de la NFL. Ce mec, c'est Terrell Eldorado Owens, carrément l'un des plus grands phénomènes de l'histoire du foot US. Le type trône sur le podium historique pour les yards gagnés et les touchdowns inscrits à la réception. Une véritable icône, qui a fait la loi dans plusieurs franchises mythiques durant ses 15 années de carrière. On parle des 49ers de San Francisco, des Eagles, des Cowboys, des Wranglers et même des Zappers. Formé chez les Mocs de Chattanooga, il se fait repêcher dès le 3e tour de la grande messe du foot. C'est en 1996 que San Francisco pose le grappin sur ce diamant brut. Fidèle au poste pendant 7 saisons, il finit par se faire transférer en 2004. Côté cash, Owens a empoché environ 67 millions de dollars de salaire, sans compter 13 millions de pubs. Mais une avalanche de décisions financières foireuses l'a laissé totalement fauché dès 2011. Plus tard, il a fini par vider son sac et balancer les vraies raisons de sa chute libre. Son constat est cinglant. Il supplie les athlètes de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Claquer des fortunes dans des caisses de luxe ou des bijoux clinquants, c'était de la pure débilité. Son autre conseil de survie,
Ne confiez jamais votre oseille au premier venu. Il n'est qu'une énième victime de ces conseillers véreux et gestionnaires qui dépouillent les stars du sport. Si cette enquête vous a scotché, ne partez surtout pas maintenant. Cliquez illico sur l'une des vidéos qui s'affichent juste là sur votre écran. On vous réserve du contenu encore plus lourd. Merci d'être là, on se retrouve très bientôt pour le prochain dossier.